Dans cette vidéo d'éruption du piton de la fournaise, il y a bien les critères correspondant à une éruption effusive. La lave est fluide et elle va vite, ce qui empêche l'accumulation des laves à leur sortie du cratère. Dans cette vidéo d'une éruption de la montagne Pelée, il y a bien les critères correspondant à une éruption explosive. La lave est pâteuse et elle est lente, ce qui favorise l'accumulation des laves à la sortie du cratère. De même, cette vidéo nous montre une éruption explosive du mont Sainte-Hélène, vue d'extérieur montrant le nuage de cendres volcaniques émis par le volcan. Une éruption volcanique n'est que l'aboutissement d'un long chemin parcouru par le magma dans le manteau terrestre. Lors de son ascension, il peut être bloqué des dizaines voire des centaines d'années dans une chambre magmatique située entre 10 et 20 km sous la surface de la Terre. Lorsque le magma s'élève, la pression diminue dans la cheminée et les gaz volcaniques dissous forment des bulles. Peu à peu, la température augmente, la lave devient plus fluide et la vapeur d'eau transforme le volcan en cocotte minute sous pression. Autant d'éléments réunis pour une éruption violente qui se produit lorsque la lave atteint la surface dans une explosion de cendres et de pierres en fusion, accompagnée d'une élévation du niveau de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et d'autres gaz. Une éruption volcanique se déroule en plusieurs phases. Premièrement, formation du magma par fusion partielle des roches en profondeur. Deuxièmement, stockage du magma dans une chambre magmatique. Troisièmement, une montée du magma dans la cheminée. Et pour finir, il y a une éruption. Peut-on prévoir une éruption? C'est une question majeure parce qu'on sait qu'il y a à peu près 500 millions de personnes sur Terre qui sont plus ou moins exposées au risque volcanologique. Et cette question, ou plutôt cette réponse, c'est l'enjeu majeur de la volcanologie moderne. Donc si on est là, nous les volcanologues, c'est essentiellement pour aider à protéger les populations menacées. Alors comment ça marche? Il faut donc bien comprendre comment marche un volcan. Donc je vais dessiner un volcan schématiquement, avec son cratère, voilà. J'ai un volcan et j'ai du magma qui monte, donc le magma vient d'assez profond, il peut avoir un petit réservoir, puis après il se met encore à monter, puis là on est à un stade où le magma est tellement peu profond que l'éruption peut arriver dans les 24-48 heures. Donc on est à un stade quasiment de non-retour. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que ce magma, en montant, eh bien, il secoue un petit peu l'ensemble du volcan. Donc, il y a un petit peu des ondes sismiques très faibles, hein, très légères, mais qui ébranlent un peu le volcan et qui vont être enregistrées par des sismographes. Donc, on installe sur le volcan des appareils, voilà, c'est dans une caisse, hein, des appareils très sensibles, qu'on appelle les sismographes, qui enregistrent tous les mouvements, toutes les vibrations du sol. Alors, ces séismes, ils ne sont pas dangereux pour l'homme, ils sont imperceptibles, à peine perceptible par l'homme, mais le mécanisme des sismographes l'enregistre très bien. Alors voilà un premier capteur qui enregistre une anomalie. Parallèlement, le magma en montant, eh bien, il élargit un peu le volcan puisqu'il s'insinue dans la structure du volcan. Donc ce volcan, il va un peu grossir, très légèrement bien sûr, mais si on a des appareils très précis qui mesurent une distance entre deux points, un point X
et un point Y, bien si le volcan grossit un petit peu, donc j'exagère bien sûr, ben le point Y va devenir un point Y'. Si je peux mesurer précisément la distance XY et XY' et que je vois qu'elle augmente, c'est inquiétant. Alors si j'ai des séismes, une augmentation, première alerte. Puis les géophysiciens peuvent également mesurer avec d'autres capteurs les variations d'autres champs. Un champ électrique, un champ magnétique, un champ gravimétrique, car la montée du magma modifie toutes les propriétés du volcan. Le courant est différent, l'électricité, le magnétisme. Puis également, on peut mettre dans le volcan un thermomètre qui mesure la température du sol. Si la température augmente, c'est inquiétant. Ça rappelle un petit peu le médecin. On dit souvent qu'un volcanologue, c'est le médecin de la Terre, qui mesure un petit peu les paramètres d'un patient, sa température, son pouls, etc., sa tension. Donc voilà d'autres paramètres qui vont jouer. Puis il y a peut-être des gaz qui sortent du volcan. Donc soit par le sommet du volcan, il peut y avoir des gaz qui sortent, ou parfois latéralement par une fumerole. Et bien en mesurant également la température des gaz et la composition des gaz, s'il y a des variations brusques, c'est anormal, c'est inquiétant. Supposez qu'il y ait une source qui jaillisse au pied du volcan. Bon, ben bien sûr, l'eau de la source percole dans le volcan. Si on voit des variations du débit de la source, de la température de la source, de la composition de la source, voire même de l'acidité de l'eau, qu'on appelle le pH, c'est inquiétant. Donc, si on a un nombreux paramètres qui varient d'un seul coup, ou assez rapidement, sismique, magnétique, gravimétrique, de distance, de chimie de gaz, de chimie d'eau, c'est inquiétant. On prévient les autorités qui peuvent éventuellement déclarer une évacuation. Alors l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir aussi, face aux volcans dangereux, un observatoire. Alors un observatoire, il y en a à peu près au pied de chacun des volcans les plus dangereux, des 100 volcans les plus actifs du monde, les plus dangereux. Il y a un observatoire, donc c'est une maison qui abrite des volcanologues ou des scientifiques avec des antennes, enfin bien équipés. Alors en général, cet observatoire, il est face au volcan, ni trop près pour ne pas être détruit, ni trop loin pour y voir quelque chose. L'idéal, c'est qu'il soit sur une éminence, sur une petite colline en face. Par exemple, sur l'Apelé, on parle de Morne, aux Antilles, c'est le Morne qui est en face de l'Apelé, où il y a un observatoire. Et cet observatoire, eh bien sûr, il a une vue directe, on va mettre un petit œil, une vue directe sur le volcan, puis également, il peut capter par radio tous les signaux. En plus, il y a dans le ciel des satellites qui tournent et qui enregistrent des données également qui font des images du volcan, soit des images photos toutes bêtes, soit des images en fausse couleur pour voir davantage certains domaines comme l'infrarouge ou au contraire des images radar. Et tout ça, eh bien, ça fait des paramètres qui bougent. Et puis il ne faut pas oublier le volcanologue. Alors le volcanologue, bon, c'est un géologue qui arpente le volcan, qui a donc son casque. Et puis ce géologue, il se pose la question, ce volcan, qu'a-t-il fait dans le passé? Parce qu'on l'observe pendant 10 ans, 20 ans, c'est très court. Un volcan, ça vit, mettons, 100 000 ans. De même qu'un médecin qui observe un patient pendant une demi-heure, lui demande quels sont vos antécédents. Avez-vous déjà eu telle ou telle maladie? Ben, le volcan, qu'a-t-il fait dans le passé qu'il pourrait refaire dans l'avenir? Eh bien, le volcanologue prélève avec son marteau, qui est son instrument de travail, des échantillons de roches, de cendres. Il essaye de les faire dater. Et à partir de là, il peut retracer le curriculum vitae d'un volcan et imaginer ce qu'il va faire ou pas faire. Si dans le passé, le volcan était plutôt explosif, c'est un argument ou pas. Donc au total, eh bien, maintenant, on sait assez bien faire. On va dire que les éruptions sont en général bien prévues, bien prédites. Et il y a eu des bons résultats récemment au Pinatubo, aux Philippines, à la Soufrière de Montserrat. Donc on va dire que la prévision des éruptions est quelque chose qui est maintenant en très gros progrès et qui est quand même assez satisfaisant.